Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 13 mars 2025. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune donation ou considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, les tarifs illégaux? Peut-être. C'est ce qu'on va examiner. D'abord, je dois préciser que je détiens une maîtrise en droit international avec une spécialisation en droit de la sécurité nationale de l'Université de Georgetown de Washington, D.C. et que je suis probablement le seul enseignant en géopolitique de sécurité nationale, je dirais plutôt en droit de sécurité nationale au Canada à l'heure actuelle, sécurité nationale américaine, j'entends et je précise. La question qu'on pose aujourd'hui, est-ce que les tarifs imposés au Canada, notamment par l'administration Trump, sont légaux, c'est-à-dire conformes au droit américain? Et que peut-être, plutôt que d'imposer des contre-tarifs, il y aurait lieu de contester devant la Cour fédérale à Washington la légalité des tarifs, plutôt que d'imposer, comme je l'ai dit, des contre-tarifs, ce qui va nous faire très mal, en plus des tarifs. Voyons donc cet ordre exécutif du président Donald J. Trump. Il s'agit de l'ordre exécutif 14 226 du 2 mars 2025 et qui s'intitule Amendment to Duties to Address the Flow of Illicit Drugs Across Our Northern Border. Autrement dit, un amendement aux tarifs, aux droits de douane en vue de traiter le flot, l'arrivée de drogues illicites à travers la frontière du Nord. Cet ordre exécutif du président est fondé, toujours selon l'ordre exécutif 14 226, sur la Constitution des États-Unis et la loi sur la loi intitulée International Emergency Economic Powers Act, le National Emergencies Act et le Trade Act. Autrement dit, l'action du président, l'action exécutive du président repose sur les lois que je viens d'énumérer, à savoir la Constitution, la loi International Emergency Economic Power Act, la loi sur l'urgence nationale et la loi sur le commerce. Je traduis à ma façon, c'est une traduction maison si vous voulez. Donc, voici. Ce qui est intéressant, c'est que l'action du président repose essentiellement sur des législations qu'il prétend appliquer et sur la notion surtout principale d'urgence. L'urgence est, si vous voulez, la notion principale, la justification principale de cet ordre exécutif. C'est urgent de procéder en raison de l'afflux de drogue illicite, illégale, en provenance du nord de la frontière américaine. Donc, la notion d'urgence. Cet ordre exécutif, dont l'urgence est évaluée par le président et strictement par le président, ne repose sur aucune résolution du Congrès. Autrement dit, il n'y a aucune résolution du Congrès qui vient appuyer ou supporter la prétention du président à l'effet qu'il y a urgence d'imposer des tarifs afin de combattre le fléau, si vous voulez, le flot de drogue illégale ou illicite. Bon,
Voilà. Et ça, c'est le point fondamental. L'action du président est uniquement l'action du président. Or, nous savons que la Constitution des États-Unis comporte 3 articles et 27 amendements. Le premier article confirme le pouvoir du Congrès. L'article 2, c'est le pouvoir du président au titre de Commander-in-Chief. Et le troisième article, c'est le pouvoir des tribunaux. Donc, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Or, l'action du président à l'heure actuelle il prétend s'inspirer de lois, mais le Congrès ne s'est pas prononcé sur la notion d'urgence ou sur la prétention à l'urgence évoquée par le président Trump. Et ça, c'est extrêmement important puisque nous allons examiner sommairement 3 décisions rendues par la Cour suprême qui nous disent finalement qu'une résolution est essentielle pour justifier l'action du président dans certaines circonstances. Ces 3 décisions, vous en trouvez des traductions françaises dans l'ouvrage que j'ai publié en 2022, qui est le Traité de droit de la sécurité nationale, qui est publié chez Wilson et Lafleur, et dont le coût est très raisonnable, en bas de 100 $. Donc, c'est l'ouvrage de base dont je suis l'auteur, et je ne fais pas de publicité, je vais simplement vous donner ma référence, puisque ces jugements, malheureusement, ne sont pas il n'y a pas de traduction officielle, c'est une traduction maison que j'ai initiée pour les fins de la rédaction de mon traité de droit de sécurité nationale, qui est en fait un droit de sécurité nationale pour la plus grande partie de droit américain. Donc, on va examiner 3 décisions extrêmement importantes et qui nous en disent long sur la nécessité pour le président d'agir de concert avec le Congrès. Il y a des situations où le président n'a pas besoin d'agir de concert avec le Congrès. Comme par exemple, à titre de Commander-in-Chief, à titre du plus haut gradé de la force armée américaine, il peut prendre toutes les mesures qu'il souhaite pour protéger le territoire et la population et les biens américains sur le territoire américain ou des personnes de citoyenneté américaine à l'extérieur, eh bien, il dispose de tous les pouvoirs. Ça, c'est très clair dans la Constitution. Au titre de Commander-in-Chief, si le territoire est attaqué, le territoire et ses protectorats, entendons, et les personnes, voilà, à ce moment-là, il dispose d'un pouvoir quasi absolu. Il dispose aussi d'un certain pouvoir pour défendre les intérêts des États-Unis à l'extérieur du territoire des États-Unis. Et ça, il peut prendre des opérations militaires. Je parle ici, évidemment, lorsque je parle d'attaque sur le territoire, je parle d'attaque militaire. Lorsque je parle de défendre les intérêts des États-Unis à l'extérieur du territoire, je parle ici d'intervention militaire, comme par exemple lorsque Obama est intervenu en Libye. À ce moment-là, le président dispose de très larges pouvoirs pour une période de 60 jours, conformément au War Power Resolution Act de 1973. Donc, à ce moment-là, il n'a pas besoin du Congrès pour une période de 60 jours. Donc, je résume, le pouvoir du président est absolu lorsqu'il s'agit de défendre contre des attaques militaires le territoire des États-Unis, sa population ou ses biens. Il dispose d'une fenêtre de 60 jours lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des États-Unis à l'extérieur du territoire. Maintenant, il y a des cas limites, il y a des cas compliqués où vous avez une intervention du président qui se fait, si vous voulez, en vertu d'un ordre exécutif et qui touche le territoire des États-Unis, mais en raison d'une situation extérieure au territoire des États-Unis. Et c'est là que ça devient un peu compliqué, la notion d'interne et d'externe, à savoir de ce qui est territorial, de ce qui est extraterritorial. Et ça, en droit, ça devient compliqué, même pour les législateurs canadiens en matière de renseignement. Mais je n'irai pas là, c'est un autre dossier. Examinons 3 décisions, comme je vous l'ai dit, qui mettent en lumière ces situations où il y a à la fois
une intervention du président à l'interne, mais pour répondre à une situation externe. La première décision que je voudrais qu'on regarde, c'est la décision United States versus Curtis Wright Export Corporation. Je répète, la décision United States versus Curtis Wright Export Corporation. C'est à la page 105 de mon ouvrage et je m'y réfère rapidement. Dans cette histoire, il s'agit dans cette situation, il s'agit d'un conflit qui existait en Bolivie entre un groupe de mercenaires qui était concentré dans la province du Chiapas et pour lequel la société Curtis Wright fournissait des armes. Or, le secrétaire d'État à l'époque, évidemment sous l'autorité du président, avait initié des relations diplomatiques afin de régler le conflit. On peut faire une analogie avec le conflit avec l'Ukraine, par exemple. Donc, le président avait l'intention d'émettre une proclamation à l'effet que les entreprises qui vendaient des armes aux rebelles du Chiapas durant la période de négociation de paix feraient l'objet de sanctions pécuniaires et autres très sévères. Eh bien, le président, avant de faire sa proclamation à l'effet d'imposer de telles sanctions contre Curtis Wright, qui fournissait des armes à un groupe rebelle, eh bien, il a obtenu une résolution conjointe du Congrès et de la Chambre des représentants. Donc, vous avez la proclamation du président, qui est un peu l'équivalent d'un ordre exécutif, n'est-ce pas, et qui était supporté par une résolution conjointe du Sénat et de la Chambre des représentants. Là, évidemment, Curtis Wright a contesté la proclamation du président jusqu'en Cour suprême, et Curtis Wright, en Cour suprême, a mangé la poussière, a perdu, parce que la proclamation du président reposait sur une résolution conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc, la décision du président était légale et elle a été testée, elle a été vérifiée juridiquement parlant. Voilà. Cette situation s'est produite dans les années 30. Et je vais vous donner la référence exacte pour ceux qui s'intéressent. C'est United States versus Curtis Wright Export Corporation. La référence exacte, 299 US 304 1936, une décision de 1936, une décision extrêmement importante. La deuxième décision qu'on va examiner, c'est la fameuse décision Youngstown Sheet and Tube Corporation versus Sawyer. Je répète, la décision Youngstown Sheet and Tube Corporation versus Sawyer. La référence exacte, 343 US 579 1952. Il s'agit de l'ordre exécutif 103-40 du président Harry Truman. On parle ici du 4 août 1952. OK. De quoi s'agit-il? C'est une situation relativement complexe. D'abord, on est en pleine guerre de Corée, la guerre de Corée qui a duré de 1950 à juillet, vers la fin juillet 1953. Durant la guerre, éclate un conflit ouvrier au sein de l'industrie métallurgique et de la sidérurgie. Les partis ne parviennent pas à s'entendre. On peut penser à lire les faits qu'il y a eu une grève et un lockout. Et là, le président Harry Truman voyait son effort de guerre menacé parce que l'industrie de la sidérurgie, l'industrie du métal, fournit le complexe militaro-industriel qui fabrique les canons, les avions, les chars d'assaut et ainsi de suite. Donc, l'effort de guerre du président Harry Truman était menacé. Il ne pouvait pas, si vous voulez, rassurer son général, c'est le général MacArthur, Douglas MacArthur. Donc, il fallait absolument trouver une solution pour que les ouvriers retournent au travail.
Harry Truman, avant de se présenter enfin, il a succédé à Roosevelt qui est décédé, mais ensuite il y a eu une élection qu'il a remportée, il y a eu un seul mandat. Mais avant de se lancer en politique, Harry Truman a représenté les syndicats, un peu comme Joe Biden, avant de devenir sénateur, a représenté les syndicats. Donc, il était très à gauche, très favorable aux travailleurs. Donc, Harry Truman a émis l'ordre exécutif 103-40, qui a eu pour effet de saisir toutes les entités dans le domaine de la métallurgie et de la sidérurgie et de mettre à leur tête, de placer à leur tête un administrateur désigné par lui pour finalement que les ouvriers reprennent le travail, que la production recommence, autrement dit que la situation revienne à la normale pour si vous voulez, continuer l'effort de guerre en Corée. Voici. Dans ce dossier-là, l'ordre exécutif n'était appuyé d'aucune résolution du Congrès. L'affaire est montée en Cour suprême parce que, évidemment, les conseils d'administration des entités, des corporations dans le domaine de la sidérurgie et de la métallurgie ont demandé à leurs avocats d'aller d'urgence en Cour suprême des États-Unis, ce qui a donné lieu à la célèbre décision dont je vais vous parler. Le juge Black a rendu la décision pour la majorité et finalement, il a confirmé l'autorité du Congrès pour, en quelque sorte, annuler l'ordre exécutif de Harry Truman qui avait saisi toutes les corporations dans le domaine de la sidérurgie. Donc, tous les brefs de saisie, si vous voulez, ont été en quelque sorte annulés, cancellés. Et les négociations ont finalement repris, mais évidemment, ça a duré et ça a probablement eu un effet sur la guerre de Corée qui s'est terminée par un armistice vers la fin juillet 1953. Donc, on se retrouve effectivement dans une situation ici où vous avez un ordre exécutif seul, sans l'appui du Congrès, et la Cour suprême nous dit que c'est le Congrès qui a l'autorité dans les affaires internes, dans les affaires qui concernent ce qui se passe sur le territoire des États-Unis, comme dans Curtis Wright. N'est-ce pas? Ici, évidemment, ce sont des entreprises de métallurgie. Dans Curtis Wright, c'est une entreprise qui fabrique des armes. Donc, c'est très important de noter ce que le juge Black a décidé. Le juge Jackson, dans la même décision, a rendu un jugement concurrent et il a élaboré sa propre théorie. Sa propre théorie qui va être ce qu'on va appeler la Twilight, une sorte de zone de Twilight Zone, une zone de penumbras of right. C'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, c'est que pour lui, il existe trois, en vertu de cette théorie de la Twilight Zone, il existe trois situations qui confrontent un président. D'abord, il y a la situation où un président bénéficie de l'appui du Congrès, du support du Congrès. Dans ce cas-là, son ordre exécutif est légal et a pleine force. N'est-ce pas? Un peu comme dans Curtis Wright. Hein? Franklin Delano Roosevelt est allé chercher l'appui du Congrès. Résultat, sa proclamation a tenu la route. Dans la deuxième situation, c'est le cas où le président n'a pas l'appui du Congrès. Lorsque le président n'a pas l'appui du Congrès et que le Congrès s'oppose, en quelque sorte, à l'ordre exécutif, à ce moment-là, son ordre exécutif ne vaut pas plus que le papier sur lequel il est écrit. En d'autres termes, l'ordre exécutif ne vaut rien et est annulé, en quelque sorte, et peut être annulé par un tribunal. Ensuite, il y a la troisième situation, c'est lorsque le Congrès est incertain ou silencieux. Lorsque le Congrès dit rien et qu'il laisse le président émettre un ordre exécutif et qu'il y a une zone d'incertitude, une zone de twilight qui est créée. À ce moment-là, la Cour suprême des États-Unis a décidé que l'ordre exécutif du président ne vaut pas plus que le papier sur lequel il est écrit. En d'autres termes, son ordre exécutif ne vaut rien. Peut être annulé, cancellé, etc. Il y a donc trois situations, je résume.
lorsque le Congrès appuie le président, à ce moment-là, l'ordre exécutif a sa pleine force. Quand je parle du Congrès, je parle du Sénat et je parle de la Chambre des représentants, une résolution conjointe. Il y a la situation où le Congrès s'oppose, Sénat et Chambre des représentants, à un ordre exécutif du président. À ce moment-là, l'ordre exécutif peut être annulé ou cancellé. Et il y a la situation où le Congrès ne dit rien, il est silencieux et incertain. À ce moment-là, son ordre exécutif peut aussi être annulé et cancellé. Autrement dit, il faut absolument que le président, lorsqu'il s'agit d'une décision qui concerne un sujet, une entité sur le territoire des États-Unis, à ce moment-là, il faut absolument l'appui du Congrès. C'est le Congrès qui mène ce qui se passe en matière commerciale sur le territoire des États-Unis, autrement dit, les lois du Congrès. Et lorsqu'un président décide d'émettre un ordre exécutif qui a un impact sur ce qui se passe sur le territoire des États-Unis, il faut une résolution conjointe du Congrès, c'est-à-dire du Sénat et de la Chambre des représentants. La troisième décision, donc j'espère que j'ai été assez clair là-dessus, la troisième décision intéressante, c'est la décision d'Ames-Moore versus Reagan, qui est une décision qui nous montre qu'un président qui agit en vertu d'une loi du Congrès prend quand même des risques s'il n'y a pas de résolution conjointe. Ici, dans Ames-Moore, et je vais vous donner la référence exacte, c'est exactement 453 US 654, une décision de 1981. Je répète, 453 US 654, une décision de 1981. C'est l'affaire de la prise d'otage de citoyens, de fonctionnaires américains à Téhéran. Bon. La prise d'otage a commencé alors que le président Carter était président et s'est terminé alors que c'était le président Reagan. C'est Reagan qui a mis fin à la prise d'otage en Iran. Bon. Le président ici agissait conformément à une loi, la même loi qui est utilisée qui est évoquée par le président Trump, à savoir International Economic Emergency Power Act. Je répète, l'International Economic Emergency Power Act. Donc, Carter, cette loi permettait au président Carter de saisir les avoirs iraniens sur le territoire américain, donc sur le territoire des États-Unis. Ici, le Congrès n'a pas adopté l'ordre exécutif en passant, j'allais l'oublier, c'est l'ordre exécutif 121-70. L'ordre exécutif 121-70 sous la présidence de Jimmy Carter. Donc, la prise d'otage a commencé à Téhéran a commencé sous la présidence de Carter, s'est terminé sous la présidence de Reagan. Et on a saisi les actifs pour négocier, on a saisi les actifs iraniens aux États-Unis. Cette saisie, évidemment, on peut le penser, une situation de prise d'otage, de terrorisme international pratiquement, eh bien, avait l'appui du Congrès, mais il n'y avait pas de résolution. Il n'y a pas eu de résolution, mais il y a eu un changement de régime. Et les démocrates sous Carter, bien entendu, appuyaient leur président et les républicains aussi, puisque ce sont des citoyens américains qui étaient enlevés. Et sur Reagan, il y a aussi une unanimité des deux chambres, il n'y a pas eu de résolution à proprement parler. Mais c'était, comme on dit, bipartisan. OK? Républicains et démocrates s'entendaient pour régler cette affaire-là d'une manière ou d'une autre. Et on sait que l'ambassade canadienne a joué un rôle et l'ambassadeur canadien a joué un rôle extrêmement important dans la solution de cette crise, ce qu'on va appeler la crise iranienne des otages à l'ambassade des États-Unis. Donc, l'action exécutive du président était politiquement supportée
et juridiquement supporté aussi, à savoir la saisie des actifs iraniens. Et bon, la situation s'est réglée et l'ordre exécutif a été confirmé. Donc, vous avez deux situations où l'ordre exécutif a été confirmé dans Curtis Wright à cause d'une résolution conjointe et dans James Moore, que je viens de vous expliquer, en raison du caractère bipartisan et parce que le geste posé par les terroristes iraniens qui avaient pris en otage des citoyens américains a en quelque sorte soulevé l'ire au Congrès et a fait en sorte que les républicains et démocrates se sont en quelque sorte entendus. Donc, pas besoin d'une résolution, ils étaient tout à fait d'accord pour supporter l'action présidentielle dans une situation de crise. La décision Youngstown Tube, elle, par contre, fait une différence, puisqu'elle nous annonce que lorsque le Congrès est silencieux ou incertain et que le président émet un ordre exécutif qui a un impact sur le territoire des États-Unis, donc sur les affaires internes des États-Unis, il faut un appui du Congrès. Et c'est là ma conclusion, mon lien avec les tarifs. Les tarifs relèvent à la fois de la fiscalité et du commerce des États-Unis, donc relèvent de l'autorité du Congrès. C'est le Congrès qui, en quelque sorte, constitue l'autorité principale en ces matières. Si le président décide d'agir, puisqu'il prétend agir à l'externe, donc il prétend détenir une autorité en matière d'affaires étrangères en imposant des tarifs à des entreprises à l'extérieur. Mais il faut comprendre aussi que les multinationales américaines ont des filiales à l'extérieur. Donc, ils touchent possiblement des filiales d'entreprises américaines à l'extérieur pour les forcer à revenir aux États-Unis et à ouvrir des plans, en quelque sorte, à agrandir leurs activités de fabrication et d'innovation, mais à l'intérieur du territoire des États-Unis. Il faut comprendre que toute cette action nécessite, à mon humble avis, l'approbation, le support du Congrès par le moyen d'une résolution. C'est ce que Youngstown Tube nous enseigne, c'est ce que Curtis Wright nous enseigne. C'est clair, sinon, l'ordre exécutif du président ne vaut même pas le papier sur lequel il est écrit. Donc, il peut être annulé par la Cour, il peut être cancellé par la Cour. Ce qui veut dire qu'au lieu d'entreprendre des contre-tarifs, ce qui va causer énormément de dommages économiques au Canada, on devrait plutôt engager un grand bureau d'avocats de Washington et attaquer les tarifs devant la Cour fédérale. Je pense que ce serait beaucoup plus pertinent et productif, alors que des contre-tarifs, c'est contre-productif et ça équivaut à se tirer dans le pied de façon magistrale. Puisque là, à ce moment-là, on impose des tarifs sur des biens de consommation américains que nous consommons, que les entreprises achètent en quelque sorte pour permettre la production de biens, eh bien, avec des contre-tarifs, tout ça va nous coûter beaucoup plus cher et nous consommons beaucoup plus de produits américains que les Américains consomment de produits canadiens. Enfin, vous vous imaginez que l'effet des contre-tarifs va être désastreux. Ce qu'il faut faire, c'est donner un mandat à un grand bureau d'avocats aux États-Unis pour attaquer les tarifs du président Trump en Cour fédérale américaine parce qu'il n'a pas obtenu une résolution conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat. Et on sait que sa majorité est très mince et très fine à la Chambre des représentants et au Sénat. Un peu moins au Sénat, mais à la Chambre des représentants, la majorité des républicaines est très, très faible. On parle de 1 ou 2 votes. Là, il faudrait évidemment, il faut comprendre que la porte qui permet à Donald J. Trump d'obtenir un support du Congrès est très étroite. En fait, je doute beaucoup qu'il obtienne une majorité pour supporter son ordre exécutif. Voilà.
C'est mon opinion pour aujourd'hui. Là-dessus, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à aimer ou à ne pas aimer. Si vous posez des questions, j'ai l'habitude de répondre. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente... Enfin, la semaine se termine presque, donc un bon week-end à venir. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. À la prochaine.